Bonjour à tous et à toutes, je me présente, M. Forsyth P. Jones, professeur à l'Université McGill en astrophysique, qui vous présente cette petite vidéo mettant en vedette un satellite, mais pas n'importe quel satellite, un des plus particuliers du système solaire, Europe. Europe est un satellite orbitant autour de la planète Jupiter, soit la plus grande planète du système solaire. Elle fut découverte par nul autre que Galilée, et avec l'aide de Simon Marius. Une petite querelle opposa les deux scientifiques du fait que Simon Marius voulait s'approprier la découverte d'Europe et par le fait même de trois autres lunes galiléennes que Galilée aurait découvertes également. Mais ce n'est que par la suite qu'il se fit accuser de plagiat par Galilée. Galilée obtint tout le mérite qu'il devait lui revenir par la suite. Donc, Galilée découvra par le fait même trois autres lunes en même temps qu'Europe, trois autres satellites, du nom de Io, Ganymède et Callisto. Europe est un satellite qui a un diamètre qui compose 90% celui de la Lune. Il est soumis au champ gravitationnel de Jupiter, naturellement, c'est un satellite. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présente plusieurs particularités qui le distinguent des autres satellites du système solaire. Donc, débutons avec un peu d'histoire. Ce n'est que le 7 janvier 1610 que Galilée, à l'aide de sa simple lunette astronomique grossissant 20 fois, découvrit trois satellites autour de Jupiter, Io, Ganymède et Callisto. Il repéra Europe, mais ne l'avait pas encore caractérisé comme étant un satellite, mais plutôt comme une simple étoile fixe proche de Jupiter. Ce n'est que le lendemain, le 8 janvier 1610, qu'il repéra Europe comme étant un satellite. Car Europe fait le tour, la révolution de Jupiter, en seulement 3 jours et demi, si on fait une petite comparaison avec la Lune, qui fait le tour en 27 jours de la Terre. Donc, en un jour, elle aurait quasiment complété le tiers de la révolution. Donc, c'est pour cela que Galilée a découvert que c'était un satellite. Plusieurs autres satellites ont été découverts par la suite, la plupart durant le 20e, 21e siècle. On dénombre aujourd'hui plus de 63 satellites autour de Jupiter, incluant les 4 satellites galiléens. Ces satellites ne peuvent pas vraiment être considérés comme des lunes, car le plus grand diamètre de ces satellites est de 9 km. Donc, c'est des mini-objets célestes. Donc, pour conclure avec la citation de Hans Christian Andersen, qui semble être intéressante, elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante. De glace, et oui, vous avez bien entendu. Europe a une surface recouverte en majorité de glace. Plus d'informations par la suite. Donc, d'un point de vue caractéristique, maintenant, informations un peu ennuyantes, mais il faut les dire, bien sûr. Donc, la masse d'Europe varie entre 4,9 et 5,1 fois 10 à la 22 kg, soit un peu moins que la Lune. Son diamètre, comme je vous l'ai dit à l'introduction, compose 90% celui de la Lune, est de 3100 km. La distance entre Europe et le Soleil est nécessairement assez similaire avec celle de Jupiter et le Soleil, soit 780 millions de kilomètres. À première vue, je me suis dit que moi, Forsyth P. Jones, astrophysicien à l'Université McGill, je me suis dit qu'à une distance de 780 millions de kilomètres, la température devait être extrêmement basse. Mais, à ma toute surprise, j'ai pu réaliser qu'elle variait entre moins 220 et moins 160 degrés. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait de la chaleur sur Europe? Nous verrons ça plus tard. C'est une question de champ gravitationnel, une question de friction entre les blocs de glace, etc. La distance entre Europe et Jupiter est 670 900 km. La durée d'une orbite, comme je vous l'ai dit à l'introduction, est d'environ 3 jours et demi. Europe est âgée de 4,5 milliards d'années, soit environ le même âge que la Terre. Mais sa surface, par exemple, sa surface actuelle, n'est âgée que de 60 à 80 millions d'années, donc assez jeune.
gravité d'Europe représente environ 13% celle de la Terre. Donc, un homme pesant 100 kg sur la Terre peserait 13 kg sur Europe. La vitesse orbitale d'Europe, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle fait la révolution de Jupiter, tourne autour de 50 000 km/h. Donc, pour ce qui concernait l'atmosphère d'Europe, elle serait composée presque en exclusivité d'oxygène, de O2, mais pas le même type d'oxygène que celui sur la Terre, soit de l'oxygène biologique, d'origine biologique, pardon. Ce serait de l'oxygène produit par une sorte de radiolyse qui mènerait à une dissociation des molécules par radiation, donc un autre type d'oxygène. Il y aurait aussi un autre élément présent dans l'atmosphère d'Europe, mais présent partiellement. Je m'explique. Ce serait du dihydrogène. Le dihydrogène a cette particularité de s'échapper de l'atmosphère de la planète parce que, de 1, l'hydrogène est un élément très léger. De 2, la gravité en Europe n'est pas assez puissante pour la tenir dans l'atmosphère. Donc ce qui se passe, cet hydrogène va s'échapper de l'atmosphère d'Europe pour se transformer en une sorte de nuage neutre, une sorte d'anneau de gaz autour d'Europe. Pour ce qui en est de la pression atmosphérique, elle est 100 milliards de fois plus basse que celle de la Terre. Maintenant le sol. Le sol d'Europe est composé d'un manteau silicaté, donc a une similarité avec ce qu'on appelle les planètes telluriques. Planètes telluriques, c'est-à-dire composées de roches silicatées. Pour ce qui est du cœur d'Europe, il serait composé de l'élément que l'on connaît tous, du fer, exactement comme la planète Terre. La glace aurait une épaisseur de, comme je l'ai dit, de plus de 90 km. C'est d'après nos approximations. Et elle cacherait un océan liquide pouvant abriter de la vie, parce que l'oxygène pourrait pénétrer à partir des fissures de cette couche de glace. Des fissures, je m'explique, ce serait comme le même principe que les plaques tectoniques. Mais sur la Terre, ce serait des plaques tectoniques à partir de morceaux de terre, alors que sur Europe, ce serait des plaques tectoniques, des morceaux de glace, donc, qui laisseraient des fentes, des fissures, qui pourraient laisser entrer de l'oxygène pour abriter une certaine forme de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous ai parlé à l'introduction, qu'il y aurait un échauffement d'Europe, du satellite. Ce serait causé par un effet de marée, qui engendrerait une friction entre les couches de glace. Donc comme l'a si bien dit notre cher Leonardo de Vinci, Water is driving force for all nature. Donc l'eau est la base de toute vie. Vous vous demandez sûrement comment toutes ces informations ont pu être obtenues. L'épaisseur de la couche de glace, du fait que la planète est majoritairement recouverte de glace, son albédo, etc. Eh bien, ces informations ont été obtenues de deux manières. Premièrement, à partir de la Terre, sachant que notre technologie a beaucoup évolué depuis Galilée, sa simple lunette astronomique grossie 120 fois, mais aussi par une mission que l'on surnomme Mission Galilée, qui a été mise en œuvre en 1989, qui a eu pour but d'orbiter autour d'Europe pendant 8 ans, afin de démanteler certains mystères qui la composent. C'est sûr qu'avec cette mission, nous avions découvert plusieurs aspects d'Europe, mais cependant, il y a toujours plusieurs questions qui persistent sur les mystères d'Europe. Donc la NASA pourrait envoyer une autre mission, une autre satellite pour orbiter autour d'Europe afin de mieux démanteler ces mystères. Mais malheureusement, le budget de la NASA est assez restreint. Donc nous savons qu'une des manières, on va le voir par la suite, ma collègue va vous en parler, serait d'envoyer une sonde sur la planète, sur le satellite, pardon. Une sonde, mais cependant, ça prendrait extrêmement d'essence à envoyer la sonde.
donc beaucoup d'argent. Donc si la NASA a eu recours à des coupes budgétaires, malheureusement, donc si elle voulait établir une autre mission, elle devrait avoir un budget qui n'excède pas 1 milliard de dollars, ce qui s'avère extrêmement difficile. La vie sur Terre a commencé dans les océans, nous le savons tous. Europe contient 2 fois plus d'eau que la planète Terre, et en plus, elle est 4 fois plus petite que la planète Terre. Donc, de ce pas, nous pouvons dire que Europe pourrait très bien offrir de la vie, présenter des aspects de la vie, sous sa couche de glace, bien sûr. Nous soupçonnons qu'il y aurait un océan salé s'étalant sur plusieurs milliers de kilomètres. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'oxygène qui pourrait pénétrer entre les facettes de la glace, de la couche de glace, la vie serait encore plus probable. Donc, vous l'aurez deviné, notre mission consiste à découvrir s'il y aurait de la vie extraterrestre sur Europe, de émettre toutes les possibilités relatives à ce sujet. Les scientifiques, les nombreux chercheurs, affirment qu'il serait extrêmement probable qu'il pourrait y avoir de la vie sur Europe. De plus, le télescope Hubble aurait découvert une panache de la vapeur d'eau sortant du pôle sud d'Europe. Parlons maintenant plus en profondeur de la vie sur Europe. En septembre 2009, le paléontologue Richard Greenberg a calculé que la glace convertie en oxydant par les rayons cosmiques, tombant sur la surface d'Europe et descendant dans l'océan, pourrait amener à une concentration en oxygène dans l'océan supérieure à celle de l'océan terrestre. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe étant 4 fois plus petite que la Terre, mais contient 2 fois plus d'eau que sur la Terre. Ceci pourrait permettre à l'Europe d'entretenir non seulement une vie microbienne anaérobie, mais également des organismes pluricellulaires aérobies, plus grands, du type qu'on pourrait même aller jusqu'à des poissons. Des poissons sur une autre planète, une vie extraterrestre, bien sûr. La vie sur Europe pourrait exister en îlots autour des évents hydrothermaux du fond de l'océan, ou même sous le fond de l'océan, où l'on connaît sur Terre des organismes endolites, c'est-à-dire des vivants au sein de la roche, donc qui s'agrippent à des roches, soit dans des fissures naturelles, soit dans des trous qui sont creusés par voie chimique. Maintenant, parlons un peu des bactéries, des vers et tout ça. Bien que les vers tubicoles et les autres organismes eucaryotes pluricellulaires autour des orifices hydrothermoterrestres respirent de l'oxygène et dépendent en principe de la photosynthèse, les bactéries anaérobies et les archées à la base de ces écosystèmes donnent un modèle possible pour une vie dans l'océan d'Europe. Donc, dans le fond, ce sont des estimations, dans le fond. Les scientifiques se sont clairement basés sur le début de la vie sur Terre qui s'est formée sous l'océan. Donc, et après avoir recueilli les informations sur Europe, on s'est dit que le phénomène est très probable. Voilà ma idée. Une mission d'exploration menée par la NASA est prévue en 2020. La NASA prévoit envoyer une sonde pour survoler Europe d'ici 2020. Il n'est pas encore question, en revanche, d'envoyer un rover, ce qu'on appelle un rover, pour sonder la glace et l'océan qui se trouvent en dessous. Pourtant, seule une mission avec un atterrissage sur Europe permettra de savoir si, effectivement, de la vie a pu s'y développer. Selon Science et Avenir, l'agence américaine travaille néanmoins sur des robots d'exploration qui pourraient être utilisés et peut-être alors découvrir des traces de vie. Donc ce sont des projets futurs. La technologie pourrait nous amener à créer des robots qui permettront de sonder, d'explorer la planète Europe. La NASA a alors sélectionné 9 instruments scientifiques pour une future mission à Europe.
La charge utile sélectionnée comprend des caméras et des spectromètres. Nous sommes bien familiers avec ce vocabulaire, spectromètre, pour produire des images haute résolution HD sur la surface d'Europe et déterminer sa composition. Un radar pénétrant dans la glace déterminerait l'épaisseur de la coquille glacée sur cette lune. On fait des estimations pour les 90 à 100 km, mais on pourrait avoir des réponses plus précises avec cette technique. Et on pourrait également chercher des lacs souterrains semblables à ceux qui se trouvent sous la nappe glaciaire, de l'Antarctique. Donc, encore une fois, des méthodes similaires à celles utilisées sur la Terre. La mission aurait également un magnétomètre pour mesurer la force et la direction du champ magnétique de la Lune, ce qui permettrait aux scientifiques de déterminer la profondeur du satellite, la profondeur de la salinité de l'océan. Également, un instrument thermique permettrait d'évaluer la surface gelée d'Europe à la recherche d'éruptions récentes d'eau plus chaude ou à peu près, tandis que d'autres instruments chercheraient des preuves d'eau et des minuscules particules dans l'atmosphère de la Lune. Le télescope spatial Hubble, qui appartient à la NASA par le fait important, a observé de la vapeur d'eau au-dessus de la région polaire sud. Tranquille, là, on va faire le bail, parce que dans l'East, on connaît juste des putes. Une mission d'exploration a été menée par la NASA d'ici 2020. Cette mission constituerait à envoyer une certaine sonde qui prévoirait survoler l'Europe d'ici 2020. Il n'est pas encore question, en revanche, d'y envoyer un rover pour sonder la couche, le sol d'Europe, mais plutôt d'envoyer une mission avec un atterrissage sur Europe qui permettra de savoir si effectivement il y aurait de la vie qui pourrait se produire sur Europe. Selon Sciences et Avenir, l'agence américaine travaille néanmoins sur des robots d'exploration qui exploreraient le sol d'Europe. Parce que, malgré toute notre technologie, nous n'avons recours qu'à des estimations sur l'océan d'Europe, la profondeur, etc. Le meilleur moyen serait vraiment d'envoyer des personnes, mais ça sera... Alors maintenant, je vais vous parler de la trajectoire de sonde LP30. Pour envoyer une sonde à Europe, il va falloir une grande quantité d'énergie. Et pour avoir une grande quantité d'énergie pour un voyage direct, il faudrait avoir beaucoup d'essence. Mais s'il y a beaucoup d'essence, alors la sonde va être vraiment lourde. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qui est dans notre possession, et c'est la gravitation des planètes et leur mouvement. Dans ce cas-là, pour échapper à la force gravitationnelle de la Terre, il va falloir atteindre une certaine vitesse. Cette vitesse-là, elle s'appelle la deuxième vitesse cosmique ou bien la vitesse de libération. Alors cette vitesse-là, la vitesse qu'on a dit qu'elle s'appelle la deuxième vitesse cosmique et la vitesse de libération, on peut la calculer à travers cette équation. Alors V de libération est égal à la racine de 2 fois la gravitation fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre, c'est égal à 11,2 km par seconde. Donc on peut regarder un peu déduire plutôt que la vitesse du lancement de la sonde, ça va être égal à la vitesse de la Terre autour du Soleil plus la vitesse résiduelle de la sonde, exactement. Et de là, on peut encore déduire que la vitesse résiduelle qu'on voudra calculer après de la sonde va être égale à la différence entre la vitesse du lancement de la sonde et la vitesse de libération. En ce qui concerne l'étape 2, ce qui est prendre une trajectoire elliptique et éteindre le réacteur, dans le fond, pour consommer moins d'essence, il va falloir envoyer la sonde avec une vitesse qui va permettre une trajectoire elliptique. Dans l'extrémité de l'aphélie du périphérie va être le Soleil, et l'extrémité de l'aphélie va être la planète supérieure ou bien inférieure qu'on va regarder dans les prochaines diapos. Maintenant, je vais plus rentrer en détail en ce qui concerne la définition de la trajectoire de transfert d'Orman. Premièrement, l'orbite de transfert, c'est une trajectoire qui permet de passer d'une orbite circulaire avec un petit rayon jusqu'à une orbite circulaire avec un grand rayon dans un même plan. Alors comme on le voit ici,
l'orbite de transfert permet de passer de l'orbite basse à l'envers jusqu'à l'orbite haute en rouge. Alors tantôt j'avais dit que j'allais parler de deux types de planètes, et la planète supérieure et la planète inférieure. D'abord, je vais commencer par la planète supérieure, excusez. Dans le cas d'une planète supérieure, on va considérer que les orbites planétaires sont rondes. Alors la sonde elle va quitter avec une direction tangente à l'orbite de la Terre et avec la même orientation que la vitesse de la Terre autour du Soleil. Et cela est possible parce que la vitesse de la sonde au départ, elle est supérieure à celle de la Terre. Et l'ellipse, il va être plus grand que l'orbite de la Terre. Et c'est pour ça que, dans le fond, on peut savoir ça parce que c'est grâce à l'addition vectorielle de la vitesse de la Terre et de la vitesse initiale résiduelle de la sonde. Contrairement à ce qu'on a vu dans les théories précédentes, maintenant on va parler de la planète inférieure. Alors si on envoie la sonde avec une direction parallèle à la vitesse de la Terre, mais de sens opposés, sa vitesse va être avec une vitesse inférieure à celle de la Terre. Et ça c'est vraiment grâce à la soustraction vectorielle de la vitesse de la Terre et la vitesse initiale
voilà, et on a essayé encore de contacter un astrophysicien de Polytechnique, mais malheureusement, il n'a pas pu nous appeler parce que j'ai pas vraiment bien compris ce moment de l'envoi de la sonde. Donc cette partie-là, exactement, je ne pouvais pas vraiment accentuer ma compréhension là-dessus. Maintenant, on va passer à l'étape 3. C'est utiliser l'effet de champ gravitationnel pour modifier la gravitation. On va commencer d'abord par la définition de l'effet de Franck, ou assistance gravitationnelle. Alors, l'effet de Franck permet à une sonde de modifier sa vitesse ou sa direction sans utiliser d'essence. Vu que, comme j'ai dit dans la première diapo, s'il y a beaucoup d'essence, alors la sonde va être vraiment lourde. Et voilà, ça ne pourra pas, du coup, ça va décélérer sa vitesse. En fait, la sonde utiliserait le mouvement et la gravitation d'une planète de laquelle elle se rapproche. Ça veut dire, en s'approchant de la planète, la vitesse de la sonde augmente, puisque par conservation d'énergie, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Et voilà, dans le schéma que j'avais présenté dans une autre diapo, on voit que quand la vitesse augmente, comme j'ai dit, quand la vitesse de la sonde augmente, non, plutôt quand la sonde s'approche de la planète, sa vitesse augmente. Et là, après l'avoir dépassé, la sonde commence à perdre sa vitesse. Elle perd autant de vitesse qu'elle avait gagné en s'approchant de la planète. Et par conservation d'énergie uniquement. Alors la question va être maintenant, comment la sonde gagne-t-elle ou perd-elle la vitesse? Alors dans toutes les diapositives suivantes, l'information de la planète, c'est sûr que la planète n'était pas en mouvement. Elle n'était pas en mouvement. Mais là maintenant, on va faire une considération comme si la planète était en mouvement. Ça veut dire dans le référentiel du Soleil, puisque la planète est en mouvement par rapport au Soleil. Alors la vitesse finale ici, dans ce cas-là, la vitesse finale de la sonde dans le référentiel solaire va être une addition victorienne de la vitesse finale par rapport à la planète et de la vitesse de la planète par rapport au Soleil. Et dans le fond, la sonde repart aussi avec une nouvelle direction, puisque la trajectoire courbée en forme hyperbolique, c'est ça, autour de la planète. Alors dans le fond, ça ne va pas être le même calcul qu'on a fait au début, puisque maintenant, la sonde va gagner la vitesse au lieu de la perdre, comme on a vu dans les diapositives suivantes. Alors maintenant, je vais vous présenter ces deux schémas juste pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand la sonde va s'approcher de la planète. Alors plus la sonde passe près de la planète, plus la courbe hyperbolique de la trajectoire autour de la planète s'accentue. C'est-à-dire comme vous pouvez le voir ici, quand ça passe à côté de la planète, un peu près à côté de la planète, elle est comme ça. Mais une fois qu'elle passe plus près de la planète, elle s'accentue directement. Alors, la définition pour la valeur jusqu'au maximum de 180 degrés, c'est pareil. Et donc, on voit la sonde d'où elle vient. Alors, ça va pas comme quand on va envoyer une autre sonde, elle va revenir dans le fond parce que c'est pas la même trajectoire. Comme si elle est vraiment activée, elle va revenir de ce côté-là, jusqu'ici. Puis, l'effet de Franck peut donc alors augmenter la vitesse de la sonde. C'est l'effet de Catalibé. Ou la diminuer, ou bien uniquement en changeant la direction sur la direction initiale de la sonde puisqu'elle s'approche de la planète. Alors c'est comme ici, je vous ai dit, parfois il peut avoir des conséquences, ça veut dire que si elle est vraiment proche de la planète, la sonde va revenir vers le départ initial. Pour poursuivre ce que ma collègue a dit, l'étape 4, donc la dernière étape, consisterait de rallumer les réacteurs pour ajuster la vitesse de la sonde pour qu'elle se mette en orbite autour de l'objet céleste. Donc il faut une vitesse précise afin d'avoir ce but. Par exemple, pour la sonde Galileo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 1989 si vous avez bien écouté, utilise l'assistance gravitationnelle 3 fois. 2 fois avec la planète Terre et 1 fois avec la planète Vénus, pour finalement atteindre Jupiter en 1995. Donc, comme ma partenaire l'a expliqué, une sonde arrive à se déplacer. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté si
ici attentivement. Espérons que notre mission marchera dans le fond, qu'on trouvera de la vie sur Europe. Personnellement, je ne pense pas qu'il se trouverait de la vie sur Europe à cause de sa complexité, mais nous allons sûrement bientôt le découvrir. Même avec les coupes budgétaires, je suis sûr qu'on trouvera moyen de s'en sortir et d'explorer Europe dans sa toute beauté. Alors merci de votre écoute.